Au-delà de la conformité, comment LDAS 2.0 et l'open source redéfiniront le paysage de la vérification d'identité en Europe? Eh bien, je vous propose d'accueillir Raouf Hadjer de WSO2 pour nous faire cette présentation. Vous pouvez prendre le micro. Allez-y, c'est Oui. parti. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être présents. Donc moi c'est Raouf Hadjer, Solution Architect chez WSO2. Et donc du coup aujourd'hui on a une présentation sur le sujet de LightDice 2.0 dans sa version 2.0 et donc du coup l'importance de son implémentation et l'impact que ça peut avoir aussi sur les différentes verticales business, notamment en matière de KYC. Dans cette présentation, donc du coup, on va commencer assez rapidement par un petit rappel sur donc du coup le socle juridique de l'IDAS dans sa première version. Donc l'IDAS ça a été donc du coup implémenté à partir de l'année de 2014 en tant que directive européenne. Donc du coup qui avait pour but donc de fournir un socle juridique sur l'harmonisation des signatures électroniques, la reconnaissance mutuelle des moyens d'identification entre les différents États membres de l'Union européenne et aussi avoir un service de confiance en matière de horodatage sur les cachets électroniques notamment. Donc assez rapidement, cette réglementation AIDAS dans sa première version a connu beaucoup de limitations, notamment sur l'expérience utilisateur, hein, qui n'était pas très intuitif, mais aussi en matière de sécurité. Ça veut dire que les réglementations n'avaient pas prévu à ce moment-là, donc du coup d'étendre et avoir une visibilité à long terme sur les nouvelles menaces en matière de sécurité, en matière de cyber. C'est la raison d'être en partie donc du coup de cette nouvelle version 2.0 qui est vraiment une évolution assez importante et qui est là donc du coup à partir de l'année de 2024, à savoir l'IDAS dans sa version de 2.0. Donc du coup l'IDAS 2.0 donc du coup va faire quelque chose de très important. C'est-à-dire que le premier point, c'est que cela étend, donc, du coup contrairement à la version 1.0 qui était vraiment limitée au secteur public, avec l'IDAS 2.0, cette réglementation là aussi va toucher au secteur privé de différentes manières. Donc le produit phare en réalité, donc ça reste une réglementation, mais derrière, donc du coup il y a des directives, donc du coup et des obligations d'ailleurs d'implémenter le l'UDI Wallet, hein, donc du coup c'est l'European Digital Identity Wallet. Donc les 27 États membres ont l'obligation aujourd'hui d'avoir au moins un wallet UDI et qui permettrait donc du coup de gérer les identités des citoyens de ces pays-là. Donc ces UDI Wallet vont non seulement donc du coup enregistrer les différents attributs classiques, donc du coup des citoyens, mais aussi cela va s'étendre où on va avoir donc du coup des attributs étendus où on va pouvoir avoir des informations de données médicales par exemple, mais aussi des attributs beaucoup plus personnels. Par exemple sur les parcours professionnels, si vous êtes par exemple dans une profession assermentée, si vous êtes avocat, médecin, etc. Donc tous ces éléments-là seront donc implémentés dans ce EDI-là. Et aussi donc du coup en matière de sécurité, donc du coup il y a un renforcement en matière de sécurité et notamment d'obligation d'avoir de la cryptographie post-quantique, qui veut dire que les systèmes aujourd'hui, des différentes organisations qui seront donc amenées à respecter cette réglementation-là doivent impérativement adopter de la cryptographie post-quantique. Donc aujourd'hui, il y a un calendrier donc, du coup, à respecter. Les premières sanctions vont commencer à partir du Q3 2026 graduellement. Et donc cela va correspondre aux différents fournisseurs de services de confiance, aussi les organismes publics et parapublics qui gèrent les différentes identités et qui ont aussi des besoins d'interagir avec des communautés d'autres pays de l'Union européenne, mais aussi, comme j'avais dit précédemment, donc cela va s'étendre aussi au secteur privé. Et en matière de KYC, du coup, Know Your Customer, qui veut dire que les différentes banques et assurances aujourd'hui auront une obligation à traiter, par exemple, l'onboarding d'un nouveau utilisateur, un nouveau compte, une nouvelle entreprise ou une nouvelle personne d'un État membre de l'Union européenne. Donc, du coup, ça sera ce UDI Wallet qui sera interrogé directement par le système de KYC des banques. Alors,
Bah, cela va représenter donc du coup plusieurs avantages. C'est-à-dire que là, il va y avoir beaucoup de défis techniques, pardon, pour multiples raisons. C'est pas quelque chose qui est écrit ici directement sur la slide, mais cela veut dire que non seulement qu'il va y avoir des sanctions dans le cas où on est dans un des secteurs réglementés qui serait impacté par cette obligation-là. Les sanctions, ça va de 2% du chiffre d'affaires mondial jusqu'à 4% s'il y a des side effects sur du RGPD, par exemple. Et donc, aujourd'hui, pour une banque, par exemple, il va falloir avoir la capacité de s'interagir avec différentes wallets de différents pays. Et chaque pays, donc, du coup, va avoir ses propres intégrations, ses propres connecteurs qui sont plus ou moins custom. Je peux donner des exemples qui ne sont pas forcément que dans le domaine bancaire, mais en France, par exemple, on a France Connect. Si on va en Italie, on va avoir du Spire. Si on va aller en Belgique, ça va être It's Me. Et tout ça, donc du coup, c'est des standards, généralement basés sur les mêmes technologies qui sont basées sur de l'open source, etc. Mais par contre, il va falloir donc du coup s'adapter là-dessus. Une fois que c'est fait, une fois que ces contraintes-là du coup seront remontées, à ce moment-là, donc du coup, cette conformité-là va offrir un avantage compétitif. Ça va se transformer en avantage compétitif aux aux différents acteurs, notamment du secteur public. Ici, dans l'exemple en matière bancaire, donc du coup, on affiche ici donc en matière de KYC, de AML, du anti-money laundering, donc du coup les services de anti-blanchiment d'argent automatisés. Donc ici, on voit qu'il y a un gain de temps de 80%. Il y a des exemples, par exemple, de ING Group qui a réussi à réduire le temps d'onboarding donc du coup des entreprises externes aux Pays-Bas c'est passé donc du coup de 14 jours à 45 minutes. Et cela parce qu'ils ont déjà adopté donc du coup des portefeuilles en matière de KYC, etc. En matière de la santé aussi, donc du coup, comme j'avais expliqué, il y a des attributs étendus et notamment donc, on pourra gérer des données médicales des différents citoyens de l'Union européenne. Ici, un exemple aussi de AXA, avec son programme, son service de téléconsultation pan-européen du coup. Donc du coup, ils ont adopté et intégré avec les différents wallets. Et cela, donc du coup, aujourd'hui, via ce service-là, un citoyen donc du coup d'un pays européen peut donc du coup avoir des consultations dans un autre pays aussi simplement, et aussi il pourrait avoir donc du coup des signatures, des prescriptions pour les ordonnances médicales qui sont validées au niveau européen. Et cela, donc du coup, s'est traduit par une augmentation de 34% de l'utilisation de leurs services, entre autres. Donc plus globalement, donc du coup, même si on n'est pas dans les marchés assez réglementés, etc., donc du coup, c'est aussi une opportunité. Il y a l'exemple, donc du coup, c'est l'opportunité d'accéder au marché européen qui représente à peu près 450 millions de consommateurs, ce qui est assez considérable. Et donc du coup, il y a l'exemple aussi de Stellantis. Donc du coup, le groupe Stellantis a implémenté, donc du coup, pour son système de location de voitures. Donc du coup, il récupère directement les outils, les permis, donc du coup en version numérique dans les wallets. Et grâce à ça, donc la validation se fait d'une façon beaucoup plus automatisée, sans avoir besoin d'intervention humaine. Et donc du coup, n'importe quel citoyen peut assez rapidement donc récupérer une voiture du groupe Stellantis et la louer, etc. et se conformer à cette réglementation. Alors. Donc du coup, donc ça veut dire aujourd'hui pour remonter ces challenges, il va falloir faire de la transformation au niveau des systèmes d'information. Il faut s'adapter aussi donc du coup à toutes ces contraintes-là. Et donc du coup aujourd'hui vous allez vous retrouver avec deux choix généralement. Donc les choix c'est de quelle technologie on va donc du coup privilégier et utiliser. Est-ce qu'on va passer avec des technologies dites entre guillemets propriétaires, ou est-ce qu'on va passer aussi donc du coup avec des hyperscalers qui offrent donc des solutions clés en main qui permettent de faire le cadrage, l'accompagnement, mais aussi l'intégration pour réaliser donc ces différents projets, ou alors apporter plus une approche donc du coup open source. C'est ce que nous recommandons nous. Ça veut dire que se baser sur des technologies de socle open source. Donc selon l'étude de Digital Europe Programme, donc du coup les entreprises et organisations qui adoptent l'open source font des économies à hauteur de 70%. À peu près. Donc du coup, les technologies open source vont offrir des avantages qui sont assez considérables.
La première des choses, donc, vu que le code est ouvert, donc, en matière d'auditabilité, c'est beaucoup plus simple et d'ailleurs c'est presque impossible. Hein. Donc du coup, quand on est sur des technologies propriétaires, donc le code est fermé, donc on ne peut pas faire une audit assez complète de ce que nous allons implémenter, mais aussi en matière de réversibilité et d'interopérabilité. Les technologies open source vous donnent ce luxe d'ailleurs d'avoir des plateformes qui vont évoluer, être extensible, mais aussi vous donne cette possibilité de changer si quelque chose, donc du coup, ne vous convient plus, vous passez d'une technologie open source à une autre. Et donc, ça se base aussi donc, sur les technologies et les standards de l'industrie les plus utilisés donc, du coup, sur le marché. Aussi en matière de réactivité, j'avais donné l'exemple entre le l'IDAS 1.0 et le 2.2 en matière de sécurité, par exemple. En matière de sécurité, dans l'IDAS 1.0, on n'avait pas prévu tout ce qui est donc du coup la sécurité post-quantique. Aujourd'hui, selon les études, les menaces quantiques, d'informatique quantique et les attaques quantiques, ça arrive à partir de 2028 à peu près. Et donc du coup, les implémentations qui sont déjà sur des technologies open source, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous, c'est ce que j'expliquerai par la suite, d'adopter cela et de rajouter, et avoir cette flexibilité, de rajouter donc du coup des nouveaux mécanismes de sécurité et des protocoles de sécurité à des infrastructures déjà existantes. Alors, donc du coup, chez WSO2, comment on peut aider? Donc du coup, on n'est pas sur toute la stack. Il faut comprendre, donc, du coup, ce genre de projet, c'est pas un produit à implémenter, mais c'est plutôt du coup, des réglementations auxquelles on va se plier, aussi des intégrations à des outils tierces. Ça veut dire qu'on va devoir s'intégrer avec les différents wallets, les différentes solutions des différents États membres. Et donc, chez WSO2, on a déjà donc des connecteurs qu'on utilise avec différentes organisations publiques et privées au niveau de l'Europe. Donc, on a du France Connect, It's Me pour la Belgique, Speed pour l'Italie, etc. Des exemples aussi en matière de KYC. Pour le D-Wallet, généralement, les interactions vont faire avec ce qu'on appelle le FAPI 2.0. Ça, c'est les first grade API banking, donc du coup, qui est un standard dans la gestion des API, des flux, des échanges bancaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est supporté chez nous directement. Pour la gestion de la cryptographie post-quantique, la plupart de nos outils et de nos plateformes qui sont implémentés sont déjà quantum safe. Donc du coup, on a déjà rajouté du Crystal Kyber et du Ditinium en tant que protocole de sécurité sur nos plateformes. Et aussi, on a tous les mécanismes qui permettent d'avoir donc du coup des solutions et des plateformes digitales qui respectent les normes de GDPR ou RGPD en français. Et aussi, donc, du coup, les plateformes sont donc, ouvertes. Donc, on a parlé d'interopérabilité, de réversibilité. Et aussi, donc, du coup, les plateformes sont totalement ouvertes, qui veut dire qu'on va fonctionner avec les différents standards. Aussi, les plateformes en matière de traçabilité, d'observabilité et aussi d'agrégation de logs et de analytics, qui sont aussi des éléments qui sont très importants dans ces projets-là. Et d'ailleurs, c'est aussi une des... donc, du coup, une des clauses des réglementations de l'IDAS, donc du coup, la clause 45, à ce sujet-là. Du coup, un plan d'action qu'on pourrait recommander aujourd'hui, c'est déjà de ne pas attendre. Si vous êtes une entreprise qui est, ou une organisation publique qui est déjà dans le... donc, du coup, qui a aussi cette obligation avec la temporalité du Q3 2026. Donc, à ce moment-là, on imagine que vous êtes déjà... vous avez déjà commencé votre transformation et donc du coup par rapport à la réglementation par rapport à cette réglementation, pardon. Et aussi si vous voulez utiliser ce levier autant qu'un élément de différenciation compétitif et que vous souhaitez donc vous intégrer, notamment avec ces systèmes de wallet, avoir de la sécurité post-quantique entre autres. Si vous travaillez par exemple dans le domaine médical, dans du healthcare où vous allez avoir des systèmes de e-santé, où vous avez besoin d'un système d'interopérable avec des protocoles spécifiques comme du ACL7, FHIR, etc. Donc ça, c'est des choses on s'est implémenté ou alors que vous pouvez utiliser directement autant que technologie open source de SO2, pardon. Donc voilà, donc la conclusion, donc l'idée ici c'est de dire voilà, il y a cette réglementation d'IDAS, donc on peut dire que c'est un challenge qui est assez important, qui est un peu compliqué à relever. Ceci étant dit, une fois que ce challenge-là est relevé, ben, ça va se transformer plus en une opportunité pour les différents business dans différentes verticales.
La chose est, faut se prendre le plus tôt possible et aussi avoir une vision bien claire sur les objectifs que vous souhaitez atteindre à moyen terme et à long terme. Voilà, c'était, je pense, il y a 15 minutes qui sont écoulées. Donc, je vous remercie.